comme vous l'avez compris, la forêt en elle-même, déjà, elle nous sert à plein de choses, ça c'est une évidence, et on est dans une forêt française actuelle qui est déjà dans une situation de risque fort, qui est déjà menacée par le réchauffement climatique, par les nouveaux parasites type nématodes, par les changements de vestes incendies. Donc on est dans une situation pour la forêt française qui est déjà une situation de fragilité et de début de crise en fait. En temps normal, quand on a un début de crise, en général, on a tendance à lever le pied sur tout ce qui va l'attaquer, tous les usages. On n'a pas tendance à appuyer encore plus fort. Là, ce que l'État français est en train de faire, c'est l'inverse. Il est en train d'appuyer encore plus fort avec une nouvelle catégorie d'usage qui rentre un peu dans le cadre de ce qu'on appelle la chimie verte. Alors, qu'est-ce que c'est la chimie verte? Ça correspond à tout ce qui va utiliser le bois, pas comme du bois, c'est-à-dire pas comme du bois de construction, un matériau pour à brûler pour obtenir de la chaleur, mais on va vraiment aller utiliser le bois comme une source de carbone, donc aller triturer la chimie du bois pour récupérer son carbone et le mélanger à d'autres choses, typiquement pour remplacer tout ce qui est actuellement fait avec des hydrocarbures. Donc, on a de la chance dans le département, puisqu'on est en pointe là-dessus. On a droit à 3 méga-projets à travers le département. On a droit à ECO, donc, qui est sur le plateau de Lac, qui est porté par Elise Energy, qui est une PME lyonnaise. LAC, qui est aussi à Lac, qui est porté par un consortium. Et Biochar à Berlin, qui est porté par Mirail. Donc, ces 3 projets, ils visent à triturer la chimie pour contribuer à la transition écologique, mais comme on va le voir, sans le faire vraiment. On est vraiment dans un cas typique de greenwashing, d'où l'aspect chimie verte avec des très très gros lignes. Il y a ces 3 projets dont on vous parle, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a pas mal d'autres, et notamment le 4e qui est indiqué, donc Biolac, ça il existe déjà, il y a une extension qui est prévue, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas techniquement de la chimie verte, là on est vraiment dans de la chose industrielle, donc là on brûle juste le bois. Mais c'est une chose industrielle qui est très importante en volume et qui en fait soutient de manière très significative les autres projets. Donc c'est un élément un peu clé dans cet ensemble industriel. Si on additionne tout ça, on arrive à plus d'1 million de tonnes de bois par an qui vont partir en fumée s'ils arrivent à réaliser l'ensemble. Donc 1 million de tonnes de bois en plus sur une forêt déjà fragile. À ce stade, moi pour le coup, je voulais juste rajouter, pour vous donner une idée, un jour que Biolac Énergie s'installe en 2017, les prélèvements dans le département, le total des prélèvements de bois dans le département, c'est 160 000 tonnes en 2017. Donc aujourd'hui, avec Biolac Énergie qui est déjà en place depuis 2017-2018, eux, ils ont ajouté 160 000 tonnes. Donc tous les murs de bois que vous voyez aujourd'hui, tous les tas de bois énergie ou dans le devis de coopératives forestières bois énergie, c'est pour eux. Voilà. Et ça, par contre, ça force à enlever tous les arbres tordus, enfin tout, on prend tout pour faire ces 160 000 tonnes supplémentaires. Donc là, on parle d'1 million de tonnes. Donc on va multiplier encore par 3, voire 4 les prélèvements. Voilà. Donc je vous redonne. Donc, on a ce volume-là qui va arriver. Et alors, effectivement, ça fait une très grosse différence par rapport au volume actuel. Malgré tout, on peut se poser la question, et c'est légitime, parce qu'au final, techniquement, on n'a pas déjà le bois. Enfin, en soi, moi, pour le coup, je viens pas de la Lève, je suis pas expert forestier, j'ai pas de vision en soi. Par contre, ce que j'ai tendance à faire, c'est faire un peu confiance à ceux qui ont une vision réelle de la ressource. L'un des premiers organismes là-dessus, c'est la FIDNA, qui est la Fédération patronale des industries du bois. En général, eux, ils sont pas naturellement à tendance écolo ou à vouloir protéger les forêts dans l'absolu, ils l'utilisent. Par contre, ils ont une vision très claire de quels volumes sont disponibles, ce qu'on peut en faire et du coup, quelle est la marge. Anne Duvard, qui est directrice générale de cette fédération, en juillet 2025, donc ça on est avant les méthodes, hein. Donc on est avant c'était une grosse crise sanitaire qui est en train de nous arriver dessus. Avant cette crise-là, elle nous dit que d'ici 2036, en fait, on n'a aucune marge. Ça suffit tout juste à répondre à la non-existence. Ça ne permet pas d'avoir de marge de sécurité s'il y a un événement extrême type les méthodes. Et si on continue à essayer de demander plus à la forêt, si on continue de pousser le curseur comme ça, basiquement, on va détruire des entreprises, délocaliser, on va casser toutes les filières bois existantes. Donc ça, c'est un point qui est assez important parce que c'est toujours soulevé par les projets comme un gros argument. Ne vous inquiétez pas, on arrive, on va créer plein d'emplois. Ce qui est légitime. Sur le plateau de l'Axe, ils peuvent avoir des soucis de chômage, se dire on va créer des emplois supplémentaires, super. Ça, c'est pas du tout des projets qui vont créer de l'emploi, c'est des projets qui vont détruire de l'emploi. La FIDNA actuellement, c'est 58 900 emplois. De l'autre côté, ils en font miroiter au mieux quelques centaines. C'est pas des projets qui à long terme vont créer de l'emploi.
En face, on a la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui là aussi a plutôt tendance à être pour les projets, donc a priori, quand ils nous disent des chiffres, on se dit que c'est pas trop en notre faveur, qui nous dit que d'ici 2030, eux, ils ont la vision globale des projets. Ils s'additionnent tous ces projets et nous disent sans sourciller, d'ici 2030, on double les besoins en bois du département. C'est demain, enfin, c'est monstrueux comme gap. Et face à ça, eux, ils ont simplement regardé tout le bois qu'il y avait dans le département. On ignore les problèmes d'accessibilité. Donc on ignore le fait que du coup, il y a quand même un peu de forêt dans un département aussi plein que les Pyrénées-Atlantiques. Donc ça va pas être évident pour aller les chercher. Il y a aussi problème de voirie, etc. On ignore le fait qu'il y a quand même pas mal de zones protégées, donc on va pas pouvoir ajouter toutes les forêts. On ignore de manière majeure le réchauffement climatique. On a vu tout à l'heure sur la slide qu'il y avait moins 4% par an de croissance de biomasse. Ça, ils l'ignorent complètement. Et ils disent, il n'y a pas de souci, ça va passer. Nous, on a des doutes, et visiblement, on n'est pas les seuls. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Parce qu'ils vont aller récupérer plein de bois, est-ce qu'au moins ça va servir à quelque chose? Le premier projet, celui dont vous avez sans doute... qui a déjà entendu parler du projet éco ici? Super. On est sur une bonne valeur. Projet éco, donc c'est celui qui a été le plus visibilisé et qui a un volume le plus gros. Donc, ils sont basés à Lac, et juste pour se rendre compte, parce que souvent on entend dire, ici peut-être un peu loin, parce que vous êtes quand même pas très loin, mais souvent on entend dire Lac c'est loin, nous ça nous concerne assez peu. Eux, leur plan d'approvisionnement en bois, ils considèrent qu'ils vont aller chercher du bois jusqu'à 400 km autour, donc c'est plus ça. Donc en fait, même Bordeaux, Toulouse, ils sont dans le cercle. Ça, c'est le plan normal. Ils disent très bien qu'ils ont des soucis d'approvisionnement, après tout. Il y a le port de Bayonne qui est pas loin, ils pourront aller chercher du bois autour de la Méditerranée, dévaster l'Espagne, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas du tout un projet qui est extrêmement local, un projet qui est basé à Lac, mais qui va avoir un impact beaucoup plus large que ça, y compris ici. Et le principe même du projet, comme je disais tout à l'heure, eux, le bois, c'est pour faire du carbone. Donc on récupère plein de bois, on le brûle pour récupérer du carbone, et derrière, ce qu'on peut en faire, c'est des carburants. Alors, carburant, hydrocarbures, donc carbone plus hydrogène, c'est la base de tous les carburants. Ils ont le carbone avec le bois, comment ils vont avoir l'hydrogène? Ils vont l'avoir avec de l'eau. Ils pompent de l'eau du gaz, ils la font passer dans un électrolyseur géant, et ils récupèrent l'hydrogène, ils remélangent et ça fait du carburant. On va revenir sur les chiffres un peu après, mais pour comprendre comment un truc comme ça a pu naître, parce que souvent on se dit aussi que malgré tout, il doit y avoir quelque chose d'un peu pensé derrière. On est sur un projet qui a deux briques élémentaires. La première, c'est Beautiful. Donc c'est un projet industriel à Dunkerque qui est fini en 2021. Et ils aiment bien les noms. Par contre, ils sont bons en marketing, ils ont toujours des très bons noms. Et donc ce projet a tellement bien réussi que Patrick Pouyanné, donc Total à la base était dans le projet, Patrick Pouyanné en sortir du projet en 2023 devant le Sénat, donc il réfléchissait un peu à ce qu'il disait, a dit cela marche en labo, cela marche en pilote, mais cela ne marche pas à l'échelle industrielle. Moi je suis pas du tout en fan de Pouyanné, mais quand il dit un truc sur un processus industriel énergétique et qu'il dit que ça marche pas, je m'inquiéterais quoi. Et la deuxième brique c'est l'Energy, donc qui est une PME lyonnaise née en 2020, donc à 6 ans, qui a toujours à date zéro expérience opérationnelle ni en hydrogène ni en biomasse, et qui s'est dit ça a l'air super. Donc je vais racheter le projet dont Total veut pas, et je vais en faire éco. Et je vais l'envoyer dans la planète. Donc, ça veut dire quoi en volume? Éco, à la base, lui, ce dont il a besoin, c'est donc du bois, comme on a dit. Donc c'est 500 000 tonnes de bois sur pied, ça fait 300 000 tonnes de biomasse sèche. Grosso modo, on entend les deux chiffres, mais c'est juste si c'est sec ou mouillé, quoi. Et on pense que ça va être essentiellement du bois. Eux, ils disent qu'ils diversifient entre bois forestier, bois déchets, ce sont en conditions de filière où c'est déjà quasiment tout utilisé, déchets agricoles, qui là posent aussi d'autres soucis. Même l'expertise indépendante de Solagro, qui a été mandatée par la Commission nationale du débat public, Solagro a dit bois déchets, il va y avoir des conflits d'usage partout, agricole, c'est pas structuré. Grosso modo, vous avez vraiment oublié des conflits d'usage et on n'est pas confiant du tout sur votre plan d'approche. Deuxièmement, comme on a dit, électrolyseur pour récupérer l'hydrogène de l'eau. Alors ça, c'est un mécanisme qui utilise énormément d'électricité. Donc on aurait droit au plus gros électrolyseur du monde. Le plus gros actuel, il est en Chine, il est 2 fois plus petit, il marche pas. Donc il va le faire 2 fois plus gros. Et ça ferait la consommation électrique totale actuelle des Pyrénées-Atlantiques. Donc on double la consommation du département juste avec eux. Ça, forcément, un projet aussi gros, il faut rajouter les lignes parce que ça passe pas avec les lignes actuelles, donc un petit raccordement THT supplémentaire. C'est un des trucs qui leur pose pas en ce moment parce qu'RTE a dit là, franchement, c'est trop. Vous êtes a priori pas prioritaire, donc RTE cale pas dans leur calendrier. C'est une des raisons pour lesquelles notre président a décrété que c'était une cathédrale industrielle.
et que du coup, il allait falloir pousser RTE pour aller en fouille. Troisième point, comme on a dit, de l'eau. Donc de l'eau, ça c'est un des seuls trucs qu'ils ont réussi un peu à améliorer dans le projet par rapport au démarrage. Donc un peu moins d'eau qu'au démarrage, et on aboutit à une ville malgré tout de 60 000 habitants. Donc ça reste une consommation d'eau énorme. Tout ça, est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien ça sert à faire environ 1% des besoins de l'aviation française. Donc si la solution pour décarboner l'aviation française c'est ça, il faut 100 projets éco à travers la France. Ça sert à faire un peu aussi de carburant pour le transport maritime et pour les usines industrielles. Et tout ça, c'est un rendement énergétique de 30% seulement, ce qui, même, on ne se rend pas forcément compte des chiffres, mais pour le coup, est vraiment très mauvais. Et l'ensemble va coûter 2 milliards. Donc, un mix de subventions publiques, un mix d'agents privés qu'ils n'ont pas encore. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre les investisseurs? Nous, on essaye de faire en sorte que non. D'où l'importance, on va en reparler, mais d'émotion, de la visibilisation, de la médiatisation, de montrer que les gens locaux sont pas du tout d'accord pour ça, parce que ça peut faire peur aux investisseurs, et nous, on veut bien faire comprendre aux investisseurs que c'est pas du tout un bon projet. La base, pourquoi Elise ils se lancent là-dedans? Nous, notre point de vue, c'est un chasseur de subventions. Ils ont des projets partout à travers l'Europe, aucun n'a encore vraiment abouti, et partout, ils vont récupérer l'argent public. Donc c'est clairement une PME qui est en train de chasser des subventions sur le dos des finances publiques, sur le dos de nos ressources en bois, et sur le dos des populations locales. Et le deuxième truc, c'est qu'effectivement, ça leur permet de faire du greenwashing pour l'aérien. Donc ça leur permet, ça aide l'aéronautique à encore une année de plus dire non, non, vous inquiétez pas, on a une solution. On avait l'avion à hydrogène, ça marche pas, vous inquiétez pas, on a eu l'avion électrique, vous inquiétez pas, ça marche pas, mais en fait on a l'avion à bois. Et année après année, continuer à ne pas répondre à la vraie question qui est il faut réduire le trafic aérien. Ça, ils veulent pas l'entendre, ils sont sans doute prêts à payer 2 milliards pour ça. Le deuxième projet, c'est Biochar, donc lui qui est à Garlin. Alors lui aussi, il utilise beaucoup de bois, mais il est un peu différent. Donc lui, 120 000 tonnes de bois par an, et lui, ce qu'il veut produire essentiellement, c'est du biochar. Donc le biochar, qui sait ce que c'est que le biochar? On a un peu moins qu'été. Le biochar, on peut croire que c'est un bon matériau, et en soi, c'est un matériau qui peut être vraiment très intéressant. Ça a même été mis par le GIEC comme une des solutions à explorer pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une forme de charbon qui, à la base, a été utilisée par les Amérindiens en Amazonie pour améliorer la fertilité des sols. Donc, dans un contexte d'usage de déchets agricoles remis dans les champs en climat tropical, c'est super. Sauf que là, ils n'ont aucune de ces conditions. C'est pas des déchets agricoles, ils veulent utiliser du bois. C'est pas en milieu tropical, c'est en milieu tempéré, et ça n'a jamais été prouvé que ça améliore la fertilité des sols en milieu tempéré. Et comme les agriculteurs n'ont pas assez d'argent pour eux, ils ont décidé que plutôt que le mettre en agriculture, ils allaient le mettre pour faire du ciment, pour faire des enrobés bitumes et pour faire de l'acier. Donc là, c'est vraiment... Mais par contre, ils ont gardé le nom parce que du coup, biochar, c'est joli. À ce jour, il n'y a toujours pas d'étude d'impact, il n'y a pas de site pilote industriel et l'entreprise est en procédure de sauvegarde. Donc là, on est sur... Parmi les 3 projets, c'est le moins bon élève de la classe. Ils ont vraiment mal fait leur devoir et avec un peu de chance, ils vont se planter tout seuls. Mais c'est pas sûr, donc on va continuer à pousser jusqu'à que vraiment ils arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire, la procédure de sauvegarde? C'est l'étape. Alors, il peut y avoir 2 cas. C'est pour ça que nous, on n'est pas encore 100% confiants. C'est normalement l'étape avant de juste fermer la boîte. Procédure de sauvegarde, c'est quand on arrête de payer les fournisseurs parce qu'on n'y arrive plus trop et qu'on commence à se rapprocher de la cessation de paiement. Le souci, c'est qu'ils ont aussi signé un partenariat avec une boîte chinoise il n'y a pas très longtemps. On leur demande si c'est pas une astuce pour faire des rachats de parts un peu bizarres. Donc on va attendre de voir dans les mois qui viennent si vraiment ils sont juste en train de se planter ou si en fait ils vont nous dire vous inquiétez pas, on a trouvé tout ce qu'il faut. Mais a priori c'est quand même pas, enfin c'est pas impossible quoi. Demander des autorisations environnementales et tout ça en disant on est en procédure de sauvegarde, c'est pas incroyable. Et tout ça, un peu comme l'autre, la clé de l'intérêt, parce que là aussi, enfin c'est vraiment pas pour le biochar en soi, la clé de l'intérêt de tout ça, c'est de faire du greenwashing. C'est juste de verdir les industries pour qu'elles n'aient pas à faire les efforts nécessaires. Donc c'est un projet qui est dopé au crédit carbone, donc qui vont permettre à des entreprises d'investir dans le projet en disant regardez on fait un truc bien et comme ça on va pas s'occuper de notre pollution. C'est les liens, le filigrane des 3 projets. C'est usage massif du bois pour des choses qui n'ont aucun intérêt et en parallèle faire du greenwashing par exemple. Et ça, c'est basé toujours sur l'idée que le stock carbone de l'arbre est durable. C'est ça qui est problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que le stock carbone de l'arbre n'est plus durable.
D'abord parce que la replante, il y a un laps de temps qui est trop important, et ce qu'a dit Paul, avec tous les impacts négatifs sur la forêt aujourd'hui. Par contre, il est encore considéré dans la loi. La réglementation européenne qui fait foi, peut-être que tu vas revenir dessus, c'est que le bois ressource est neutre en carbone lorsqu'on brûle. Pour des questions réglementaires, j'aurais du mal à rentrer davantage dans le détail, mais on considère que le bois est une énergie renouvelable quand on le crame, parce que dans le pas de camp que tu as évoqué, il finira par repousser. Et pendant ce temps-là, on oublie de calculer le manque à gagner de cette non-séquestration sous la matière bois. La matière bois va séquestrer un temps, va stocker. Elle finira par séquestrer lorsque le sol vient, lorsqu'il y aura minéralisation du bois sous forme de pierre, une roche, de boue. Et puis, ou alors stockage. Mais même le stockage, virtuellement, ça un jour, ça finira par brûler, quoi. C'est une belle charpente. On ne le souhaite pas pour l'Amérique. Ça, pour ceux qui veulent faire en c'est la réglementation RED. C'est la base de beaucoup de régulations sur le bois, qui dit que la biomasse, dans l'absolu, on ne le compte pas en comptabilité carbone. Donc, quand on a un procédé qui utilise du bois et qui le brûle, on va compter les canaux pour l'amener à l'usine, on va compter ceux qui vont les couper, mais le bois lui-même qui brûle, ça n'émet pas de carbone, et donc on oublie complètement, effectivement, le fait que temporellement, l'arbre ne repousse pas instantanément. Et l'autre point qui, pour le coup, est dans la législation, mais que à ce stade, ils aiment bien oublier, c'est que normalement, ça, la législation dit, c'est vrai uniquement dans une forêt stable. C'est-à-dire une forêt où, effectivement, l'arbre va repousser. Donc, qui est stable, qui est sèche. Là, comme on a vu, c'est plus du tout le cas. On est dans un contexte où la forêt en perte de croissance, en perte complètement de capacité à se renouveler. Donc, même d'après la législation européenne, ça ne devrait plus être considéré comme neutre en carbone. Il y a une forte de la mortalité des plantations. Parce que vous vous amusez à planter ex nihilo une forêt, le taux de mortalité est vraiment de plus en plus effrayant. Il faut de plus en plus privilégier la régénération naturelle, parce que l'ombrage des terres permet d'avoir une meilleure chance de repousse. Faire pousser une forêt de plein champ, il y a des taux d'échec de plus en plus inquiétants, quoi. Donc, on revient sur le troisième projet dans le projet LAC, qui lui aussi est sur le plateau de LAC. Alors, lui aussi, on reste sur des répétitions, beaucoup de biomasse, beaucoup d'arbres, et pas mal de vapeurs dites décarbonées, donc qui peut faire le lien aussi avec la filière industrielle qu'on a mentionné au départ, et pas mal de produits chimiques, pour produire, alors lui, toujours du carburant, mais du carburant routier, une quantité infime de carburant routier, donc on est sur 0,08% des besoins nationaux, un peu de gaz, pas mal de déchets. Là, en termes de production, en France, c'est peut-être le plus absurde, parce qu'autant l'aviation, effectivement, pour le coup, il n'y a pas de bonne solution pour décarboner. Le transport routier, à ce stade, d'un point de vue strictement technique, hors considération écologique, enfin, on sait que le jeu est plié pour l'électron, quoi. Donc, venir faire des biocarburants routiers, c'est absurde. Malgré tout, il continue à le faire parce que le greenwashing, ça permet de faire gagner des points là-dessus. Et il a une petite spécificité qui est que lui, en termes de procédé technique, ce qu'il va utiliser pour aller chercher la lignine, le composant du bois où on va pouvoir récupérer le carbone, il va le faire en utilisant des champignons OGM, donc qui ont été modifiés pour dégrader plus vite la lignine du bois. À ce stade, ils sont en catégorie 1 parce qu'ils ne s'attaquent pas directement aux personnes. Mais malgré tout, si ça commence à s'échapper en forêt, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est pas forcément génial. 25% de la biodiversité dépend directement des cycles de décomposition. C'est du bois mort. Et 80% de la biomasse, 80% de la biomasse terrestre est liée à la forêt. Alors, terrestre au sens large, vraiment tous les continents, j'ai pas réussi à trouver les chiffres rien pour l'Europe. Donc, et 25% de ces 80%, c'est les processus de décomposition de la matière organique, avec les pourridiers, les capricornes, les dendroctones, etc., etc. Et donc, côté NAC, on a un plan d'approvisionnement qui permet de voir un peu ce que je disais tout à l'heure pour Eco. C'est que, en fait, à chaque fois, il parle de 3 sources d'approvisionnement: bois forestier, bois déchets et déchets agricoles ou bambou, miscanthus, en gros, faire travailler les terres agricoles. Avec, en fait, une vraie incertitude là-dessus, puisqu'il y en a tout ce qui est déchets
bois c'est déjà utilisé, et tout ce qui est agricole, c'est un pari sur l'avenir, c'est absolument pas fait. Et si c'est fait, ça signifie aussi qu'on acte une activité agricole qui de plus en plus s'éloigne de l'agriculture nourricière pour aller vers l'agriculture énergétique. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça, c'est pas gagné. Et en fait, c'est complètement un pari pour eux aussi, et c'est pour ça qu'ils se mettent avec un démarrage où ils font quasiment que du bois, et après ils disent, vous inquiétez pas, on va réussir à diversifier, à la fin il y aura moins de bois. Nous, on est à peu près certain que l'année 2018, ça va être l'année 2034. Ils vont juste être sur la même base. Et Eco avait le même souci. Eco, au démarrage, a fait un plan d'approvisionnement qui était sans doute plus réaliste que l'actuel, où il disait, au démarrage, ça va être quasiment que du bois, parce que désolé, c'est pas développé le reste. Mais vous inquiétez pas, au fil des années, on va pouvoir diversifier, on n'en est pas un tiers. Donc là, ils se sont fait taper dessus en disant, c'est pas réaliste, votre truc où vous commencez à modifier en milieu d'année et vous pariez sur ça. Donc, il vous faut un plan d'approvisionnement dès le départ aussi, un tiers. Et du coup, ils ont un plan d'appro comme ça, mais sans avoir rien modifié par ailleurs, rien expliqué de comment ils allaient pouvoir le faire alors qu'avant ils ne pouvaient pas. Donc ça souligne d'autant plus le fait que c'est sans doute vraiment juste des chasseurs de semençons et qui ne comptent pas sur le fait qu'ils vont pouvoir vraiment le faire. Le souci, c'est que même s'ils aboutissent pas, ou même s'ils se cassent la figure après quelques années, entre-temps, ils vont cramer des quantités phénoménales de bois. Et ils ont déjà commencé à acheter du bois. En fait, ça crée déjà une pression sur la ressource et sur les forêts qui est énorme. On voit dans d'autres départements, on a des papeteries qui tombent, des choses comme ça. En fait, la guerre des prix sur le bois est déjà en train d'avoir lieu. Donc, rajouter des projets comme ça, c'est vraiment être de l'huile sur le feu. Et puis les bûcherons, ils comptent pas les embaucher aussi. Hein. Ce ne sera pas des CDI bûcherons pour le compte des énergies. Ce sera des gars qui se lanceront en auto-entrepreneurs, qui s'endetteront pour acheter leurs machines forestières, qui bosseront le temps que ça tourne parce qu'ils auront des prix, ils seront vraisemblablement plus chers que le bois de chauffage, celui qu'on amène dans le cheminée du particulier. Et puis, le jour où ils se péteront la gueule, parce qu'ils vont se péter la gueule, tout simplement parce qu'il y a le mur du réel et il y a la capacité à récupérer du bois, qui finira par épuiser leur source, et ben tous ces mecs-là, ils font faillite, ou alors ils essaieront de se reconvertir avec Vaille, avec leur prêt bancaire qu'ils auront contracté, pour se lancer dans le bois de chauffage. Ça fera peut-être plus de bûcherons pour le bois de chauffage, mais ils risquent fort de prendre la soupe. Pour Bambou et puis Santus sur ANAC, il parle de 60%. Ouais. On a une idée de combien d'hectares ça représente? Des terres de longue surtout s'ils arrivent à faire vraiment les 60% de 2034. De 13 tonnes à l'hectare. Donc c'est du. Enfin, pour leur approvisionnement total, si c'est 150 000 tonnes, c'est plus de 10 000 hectares, quoi. Si s'alimentaient comme ça, ensuite. Ils ont un tiers, ouais, ils sont pas 4 000 hectares. Et ils achèteraient des terres pour ça ou C'est un mélange. Ils achèteraient pas des terres a priori, mais ils essayent de stimuler la filière là-dedans. Ils ont fait pas mal de rencontres avec des acteurs du monde agricole, FNSEA, etc., pour les pousser là-dedans, pour en faire un peu une filière d'avenir et jouer sur le fait que ça fera des revenus supplémentaires agricoles, mais déjà ça va pas le faire sur le long terme. C'est pas du tout des usages agricoles qu'on aimerait voir. En tout cas, c'est pas du tout l'agriculture de respect. Mais ils peuvent faire ça. Ils vont pas aller acheter des terres directement, que ce soit pour le bois ou pour ça, mais ensuite ils cherchent à structurer en fait des filières non existantes en récupérant les acteurs un peu partout. Pour le bois, de la même manière, ils ont encore un souci similaire qui est que la forêt locale est très morcelée, avec plein de propriétaires partout, y compris parfois des propriétaires qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires. Donc, pour aller chercher ça, ils ont besoin de structures qui vont un peu synchroniser le tout et leur permettre de récupérer des volumes significatifs de bois. Et ça, c'est déjà en train d'avoir lieu. Les premières zones qui visent, c'est tout ce qui est 800 Béarn, c'est le nord-nord-est de Pau. Et là, en fait, ils sont déjà en train de structurer ça, donc ils font déjà des tours en faisant plein de réunions, en ayant des syndicats agricoles, où ils ont des structures agricoles qui étaient sur une partie de la Comcom, qui sont en train d'étendre à toutes les Comcom pour fédérer autant de propriétaires que possible, pour aller récupérer le bois en masse. Je vous salue là-dessus. Donc, ça, c'est les trois gros projets qu'on a actuellement, et contre lesquels on lutte. Et alors, on lutte de plein de manières différentes. Alors, je sais pas qui était ou pas, mais on a fait différentes manifestations, on a discuté avec le préfet, on commence à regarder au niveau judiciaire, parce que NAC, qui est le plus avancé, là, il devrait avoir, si ça avance un peu, les autorisations, donc on va pouvoir commencer la phase aussi d'attaque judiciaire. Pour ECO, ça devrait arriver à l'automne, enfin, l'enquête publique. Donc, il y a tout un tas d'actions qu'on fait, et si vous avez du temps, ou si vous souhaitez contribuer au collectif, tout le monde est bien évidemment le bienvenu.
Et une qu'on met en avant notamment, c'est tout le travail qu'on fait avec de discussion avec les élus pour voilà, partager cette information-là et visibiliser les oppositions locales, notamment par des motions. C'est un levier assez classique, c'est pas quelque chose qui en soi va bloquer le projet. Même si tous les élus locaux votent contre, ça veut pas dire que le projet serait arrêté. Mais ça met une pression sur le préfet, ça met la pression sur typiquement les investisseurs qui disent qu'il y a beaucoup de monde en local contre, parce qu'à un moment donné, ça va pas me créer des difficultés. Donc c'est un outil qui est plus d'influence qu'autre chose, mais qui a vraiment une importance. Et on voit qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui se sont positionnés contre. Donc il y a toute la communauté de la Pays Basque qui l'a fait assez tôt dans le projet. En fait, ils l'ont fait. Un des éléments clés, c'est que eux, ils avaient déjà tout un projet de réseau de chaleur. Donc ils avaient déjà fait une analyse très fine de leur eau sur endroit. Ils ont vu arriver les projets, ils ont dit alors ça, de toute façon, on sait combien de bourgs on a. C'est un peu comme la FINA. Eux, ils savent ce qu'ils ont, et ils ont dit c'est pas possible. Donc ils se sont positionnés contre très vite. Oloron aussi voté contre. Ici, enfin, il y a pas mal de communes qui ont voté contre. On a Navarre ici, et ensuite, là, on les a pas mis, mais autour, côté Landes et à l'est, il y a eu aussi des motions. Celles qui sont pour en jaune, assez logiquement, et franchement, je comprends, c'est les communes où il va y avoir en fait les sites des projets. Eux, ils sont pour parce qu'on leur a dit que vous aurez des emplois en plus. Nous, ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que ça va être des emplois de toute façon très temporaires, et qu'au final, ils vont surtout avoir des ruines industrielles. Voilà, donc ça, c'est un des messages de ce soir, c'est moyen de faire voter plus de motions, c'est super. Les différentes motions, ça s'est étonné. Tout ce qui est Pays Basque, c'était début 2025. La motion Pays Basque, c'était début 2025. Hier aussi, c'était les deux premières. Ensuite, on a eu pas mal à l'automne aussi, la manifestation qu'on a fait à Gousse, ça a rencontré aussi pas mal de discussions, c'était les DAS, à la Marmande, etc. Donc il y a eu différentes discussions, ça s'est un peu fait tout le long, quoi. Il n'y a pas eu une vague et puis il n'y a pas plus rien. C'est pour ça aussi que c'est un travail de fond. Donc c'est pas vraiment un vote officiel, c'est que vous numérique sur les officiels. C'est un vote officiel, mais un vote officiel qui met tout de suite la mairie en soi n'est pas décisionnaire direct sur tel ou tel projet, mais ça dit officiellement le discours des élus locaux sur ce projet. Et c'est des éléments qui il n'y a pas décisionnaire là-dedans, c'est d'abord le préfet. Donc là, le préfet de département et le préfet de région, puisque la zone de récupération du bois est au-delà du département. Et ensuite, c'est effectivement tout ce qui va être financeur, clients éventuels, etc. Mais sur tout cela, l'émotion, c'est un vrai enjeu d'influence.